Salut, c'est encore moi. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais bien faire un petit disclaimer comme on dit. Parce que vous allez peut-être remarquer que la vidéo à certains moments bounce un petit peu. Parce que en fait j'ai improvisé un trépied, hein, on fait avec les moyens du bord. Mais du coup c'est pas hyper stable. Du coup voilà, mais bon au moins ça me permet de filmer debout et pas assise. Parce que j'en avais marre d'être assise, je trouvais que ça faisait un peu trop cadré, j'aimais pas. Au moins debout je suis libre de mes mouvements. Du coup voilà. Du coup j'ai voulu faire la vidéo d'aujourd'hui par rapport aux points négatifs d'une année d'échange. Parce que je trouve que c'est une vidéo qui est pas assez faite. Dans le sens où quand j'ai fait des recherches sur l'année d'échange avant de partir en année d'échange, j'ai dit beaucoup trop de fois le mot année d'échange mais c'est pas grave, vous m'avez comprise. J'ai pas trouvé vraiment de vidéo qui listait les points négatifs d'une année d'échange parce que croyez-moi il y en a. Après c'est une minorité hein, par rapport à tout ce qui peut se passer dans l'année, mais je trouve quand même que c'est important de savoir ça avant de s'engager dans les démarches pour partir à l'étranger parce que vraiment il y a des choses qu'on s'imagine, des choses basiques, mais il y a aussi d'autres choses qu'on s'imagine pas forcément et quand on arrive sur place et qu'on se rend compte de ces choses là, on se dit ah ouais, ça j'y avais pas pensé et j'aurais bien aimé qu'on m'en parle avant de partir, même si ça aurait pas forcément fait changer d'avis, mais quand même c'est bien d'avoir en tête plusieurs choses. Non parce qu'il faut savoir un truc quand même, c'est qu'on vous montre que ce qu'on veut. Toutes les vidéos sur YouTube, internet, Instagram, tout ce que vous voulez, que vous voyez des étudiants d'échange qui racontent leur année et tout, qui font un résumé de leur année, ils vous montrent que ce qu'ils veulent, y compris moi. Après, un peu moins sur Insta, si vous suivez des comptes d'étudiants d'échange qui sont actuellement à l'étranger, en général, il y a certains comptes qui font dans leur story, moi c'est ce que je faisais, des résumés un peu par semaine ou par jour, et du coup on vous montre un petit peu les points négatifs. Mais on vous montre pas tout parce qu'on peut pas. Mais du coup voilà, on vous montre que ce qu'on veut, ça faut bien l'avoir en tête. Et tout ce qu'il y a dans les vidéos de génial avec les amis, enfin tous les points positifs, ça n'est que la surface de tout ce qui se passe. Et ça on n'en parle pas assez. Même si on l'imagine, on sait bien que c'est que la surface, et ben dans notre tête on se dit quand même ouais, mon année d'échange elle va être comme ci, elle va être comme ça. Mais non, ce ne sera pas un rêve. Bon, j'ai assez blablaté, let's start, comme on dit dans le YouTube game, dans lequel je ne suis pas, évidemment. J'ai des petites notes sur mon ordinateur, parce que évidemment j'ai fait un plan, parce que je ne sais pas faire une vidéo sans plan. Du coup j'ai mis en premier les choses basiques auxquelles en général on pense sans avoir forcément besoin de regarder des vidéos ou sans avoir besoin qu'on nous le dise. Donc par exemple en premier on a la barrière de la langue. Donc la barrière de la langue, peu importe dans le pays dans lequel vous allez, même si vous parlez bien anglais, même si vous parlez bien chinois, même si vous parlez bien coréen, peu importe la langue, vous aurez la barrière de la langue au début. Il y a forcément des choses que vous n'allez pas comprendre, il y a forcément des choses que vous allez misunderstand, il y a forcément des choses que vous n'arriverez pas à dire parce que vous n'aurez pas le vocabulaire pour. Et même à la fin de votre année d'échange, croyez-moi, il y aura toujours du vocabulaire que vous n'aurez pas parce que c'est pas en 10 mois qu'on devient bilingue. Moi je suis restée 7 mois parce que à cause de notre Covid si cher, j'ai dû rentrer plus tôt, mais au bout de 7 mois, je suis loin d'être bilingue et pourtant j'avais un bon niveau avant de partir et là je suis encore très loin d'être bilingue. Et je suis persuadée que même si j'étais restée jusqu'à la fin, qui aurait dû durer à peu près 10 mois, même après 10 mois, j'aurais pas été bilingue. Donc ça, faut le savoir aussi. Croyez pas que vous allez devenir bilingue au bout de quelques mois. Hein. Devenir bilingue, ça se fait pas en quelques mois. Moi je le pensais et en fait non pas du tout, vous allez déchanter à la fin. Ensuite il y a ce qu'on appelle le homesickness, qui est le mal du pays en fait, qui arrivera forcément à un moment donné dans votre année. Moi au début je me suis dit ah mais c'est trop bien, je suis pas homesick et tout, et en réalité je l'ai pas été tant que ça. Parce que je me sentais tellement bien là-bas avec mes potes et tout que j'avais pas le temps de penser à ma famille qui manquait. Puis j'appelais quand même assez régulièrement mes parents en FaceTime et je leur envoyais des messages, enfin on communiquait quand même assez souvent, pas tous les jours forcément mais assez souvent. Donc ça permet de pas trop avoir le mal du pays. Puis surtout faut pas trop rester accroché à sa famille en France, dans le sens où si tu restes accroché à ta vie en France, à dire ouais je manque des trucs avec ma famille en France, je manque des trucs avec tes amis, oui forcément tu vas manquer des choses. Mais ça fait partie de l'expérience. Et si tu restes accroché à ça, t'arriveras pas à profiter de ton année à l'étranger. Parce que tu seras trop concentré sur le fait que tu loupes des trucs dans ton pays natal. Et bah tu profiteras pas. Du coup voilà, le homesickness, c'est important de savoir que ça va forcément vous arriver à un moment donné dans votre année. Et aussi que vous allez passer les fêtes et votre anniversaire par exemple
ou pas forcément si vous êtes né en été, peut-être pas du coup, mais vous allez passer les fêtes loin de votre famille. Et ça, moi au début je me disais mais au calme, ça va rien me faire. Et en fait, il s'est avéré que Noël, le réveillon de Noël pour moi a été très très dur parce que en fait j'avais jamais passé Noël loin de ma famille et du coup le fait d'être loin de ma famille pour Noël ça a été extrêmement dur pour moi, je l'ai pas très bien vécu. Mais après, comment dire, je pense que c'est normal. Mais voilà, en tout cas moi je l'ai pas super bien vécu, mais ma famille d'accueil a réussi à me réconforter et tout. Enfin j'étais avec ma famille d'accueil donc c'est pas comme si j'étais toute seule quoi. Également par rapport à votre communication avec votre famille en France, n'oubliez pas qu'il y a un décalage horaire, donc selon où vous êtes dans le monde, il y aura un décalage horaire plus ou moins important. Et du coup ça peut aussi jouer, ça peut aussi jouer dans votre mal-être, dans le sens où vous ne pourrez pas joindre votre famille à n'importe quelle heure de la journée, puisque avec le décalage horaire forcément il y aura des moments où les horaires coïncideront pas, enfin vous avez compris quoi, le décalage horaire, je peux en faire des caisses là-dessus, c'est pas très compliqué à comprendre. Les deux derniers points de cette partie, entre guillemets, c'est la différence de culture et la différence de nourriture, parce que même si en soi c'est pas vraiment des points négatifs, et au début vous pourrez prendre ça comme des points négatifs parce que au niveau de la culture vous allez peut-être avoir un choc culturel selon le pays dans lequel vous allez. Moi j'étais aux États-Unis, j'ai pas trouvé qu'il y avait un choc culturel extrêmement fort. Mais je pense que si vous vivez en Europe et que vous allez dans un pays asiatique, après je dis peut-être n'importe quoi, mais je pense que le choc culturel sera beaucoup plus fort parce que je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, mais je suis déjà allée une fois à Séoul, en Corée, et le choc culturel, même si j'y suis restée beaucoup moins longtemps, j'y suis restée que 2 semaines pour des vacances, le choc culturel a été beaucoup plus fort parce que on vit pas du tout de la même manière, alors qu'entre l'Europe et les États-Unis, je trouve que la différence de culture est pas hyper... Alors forcément elle est différente, mais elle est pas aussi forte que entre l'Europe et l'Asie. Après je fais pas une généralité, j'ai pas visité toute l'Asie, j'ai pas visité tous les États-Unis, toute l'Amérique, donc voilà, mais par rapport à mon expérience, j'ai trouvé que le choc culturel était pas énorme. Du coup voilà, et pour la nourriture les gars, si vous êtes adepte, si vous êtes français ou belge ou peu importe, et vous êtes adepte du fromage, du pain, du saucisson, de la charcuterie, ça paraît hyper débile et hyper cliché de dire ça, mais je vous jure que ça va vous manquer. Moi au début je me disais mais pourquoi ça me manquerait et tout, j'en mange pas tant que ça. Et en fait à Noël mes parents ils m'ont envoyé 3 saucissons. J'ai envoyé un message à ma mère, j'ai dit maman envoie-moi du saucisson, j'en peux plus. J'en peux plus. Et j'ai réussi à trouver du brie aux États-Unis. Il n'y a pas de camembert là-bas, c'est interdit. Ça fait partie des nombreux produits qui sont interdits aux États-Unis, comme par exemple les Kinder Surprise, parce que soi-disant les jouets qui sont à l'intérieur ils sont dangereux. Quoi encore, bref. Du coup voilà, j'ai trouvé du brie, mais c'était pas aussi bon que le fromage français. Et depuis que je suis rentrée en France, je mange du fromage à tous les repas pratiquement. Et j'ai jamais mangé autant de fromage que depuis que je suis rentrée des États-Unis. Je me suis fait la réflexion l'autre jour. Vraiment, je n'ai jamais mangé autant de fromage que depuis que je suis rentrée des États-Unis. C'est un truc de fou. Alors maintenant, on va passer aux choses entre guillemets un peu moins évidentes, auxquelles on pense pas forcément, auxquelles moi j'avais pas forcément pensé tout de suite avant de me lancer dans cette expérience. C'est que déjà par rapport à la famille, il faut savoir que c'est pas facile tous les jours avec la famille, même si on dépeint une réalité extraordinaire qui est en fait pas la réalité au final. Alors oui, vous passerez de très bons moments avec votre famille, je vous le souhaite, même s'il y en a qui ont des mauvaises expériences et tout, mais il y a toujours une solution à ça. Faut en parler avec ta famille, faut en parler avec ton organisme et tout. Mais voilà, il y a toujours une solution. Mais sachez que ça sera pas rose tous les jours, loin de là. Même s'il y a plein d'étudiants d'échange qui vous disent dans leurs vidéos ou dans leurs témoignages, etc. C'était merveilleux, je me suis super bien entendue avec ma famille, sachez que ça n'a pas été rose tous les jours. Ils ont forcément eu des moments où ça allait pas avec leur famille d'accueil, où ils tombaient pas d'accord sur certaines choses. Après, sachez que vous n'aurez pas forcément les mêmes centres d'intérêt avec votre famille, même si en général l'organisme essaye de vous trouver une famille qui vous correspond quand même, c'est le but. Mais voilà, vous n'aurez pas les mêmes centres d'intérêt, genre les exacts same, ça se dit pas mais vous avez compris, centres d'intérêt avec votre famille d'accueil, c'est impossible de toute façon, c'est très rare. Du coup voilà. Ensuite, sachez qu'il y a des règles auxquelles il faut s'adapter, donc il faut avoir une certaine capacité d'adaptation parce que forcément par rapport, il y a une mouche par rapport à votre vie en France, il y a des choses qui vont être différentes, forcément, c'est logique. Et donc il faudra vous adapter aux nouvelles règles de votre famille, du pays dans lequel vous êtes, parce que pareil, il y a des choses que vous faites dans votre pays natal que vous ne pourrez pas faire dans votre pays d'accueil.
Comme si vous êtes français ou belge, l'alcool et la fumette, on va dire, c'est autorisé à partir de 18 ans aux États-Unis, c'est à partir de 21 ans. Et si vous faites ça avant, Enfin, il y en a plein qui le font avant, mais en tant qu'étudiant d'échange, je ne vous conseille pas de le faire, même si moi j'ai plein d'amis étudiants d'échange qui l'ont fait. Si vous vous faites prendre, c'est retour en France direct. Ou enfin dans votre pays natal, quoi. Donc je vous conseille pas de le faire. Aussi par rapport à la famille, sachez que, mais ça on vous le dira lors de votre entretien avec votre organisme français, sachez que vous pouvez partager votre chambre avec un frère ou sœur d'accueil. Si vous êtes un mec, vous allez partager avec un mec, et si vous êtes une fille, vous allez partager avec une fille. Vous pouvez pas partager avec quelqu'un du sexe opposé, pour des raisons qui paraissent évidentes. Donc du coup voilà, vous pouvez partager votre chambre. Moi j'ai partagé ma chambre. Au début, je vais pas vous mentir, quand j'ai reçu le papier de ma famille d'accueil et que j'ai su que j'allais partager ma chambre, ma tête s'est décomposée. Mais littéralement, j'ai dit à mes parents mais ça va pas être possible. Parce que moi j'ai jamais partagé ma chambre, donc là me dire que j'allais partager ma chambre avec ma soeur d'accueil, c'était juste impossible à imaginer. Mais du coup je l'ai fait, et en fait ça s'est très bien passé. Donc comme quoi on peut pas juger sans savoir. Mais du coup voilà, ça peut paraître comme un point négatif au début, mais en fait si ça se passe très bien, vous verrez ça comme un point positif à la fin, logique. Et du coup voilà, mais ça peut être un point négatif aussi pour ceux qui ont jamais partagé leur chambre, comme moi qui n'avais jamais partagé ma chambre. Mais voilà, donc ça faut le savoir aussi, mais c'est pas vraiment un point négatif en soi. Là je suis en train de faire le montage et je viens de me rendre compte que je n'ai pas parlé de l'organisme d'accueil alors que je voulais en parler. Donc en fait vous avez un organisme français et un organisme du pays d'accueil dans lequel vous êtes qui vous prend en charge sur place, parce qu'évidemment l'organisme français il peut pas vous prendre en charge si vous êtes aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande. Et il faut savoir aussi que l'organisme d'accueil par lequel vous serez géré ne vous conviendra pas forcément, parce que par exemple moi mon organisme américain ne me convenait absolument pas. Et je sais que j'ai pas été la seule à avoir des problèmes avec mon organisme. Mais voilà, je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais ça c'est aussi à savoir. Mais faut pas que ce soit un frein, parce que si vous commencez à vous mettre des freins parce que vous pouvez tomber sur un organisme qui vous va pas, vous partirez jamais. Hein. Le prochain point dont j'aimerais parler, c'est le lieu dans lequel vous allez tomber. Sachez que vous ne tomberez pas dans une grande ville, ne rêvez pas. Même si ça arrive, et je pense que ça dépend aussi un petit peu de l'organisme avec lequel vous partez. Mais moi, avec l'organisme avec lequel je suis partie, qui est WEP, ils nous ont bien dit dès le début, sachez que vous ne tomberez pas dans une grande ville. Même si encore une fois ça arrive, mais c'est rare. En général, vous tombez plutôt dans la campagne bien profonde. C'est ce qui m'est arrivé. Je pouvais pas être plus dans la campagne, plus dans le trou du monde, hein, clairement. J'étais vraiment loin de tout. Donc ça faut le savoir aussi, vous pouvez tomber loin de tout. J'étais à 20 minutes de mon lycée, ce qui paraît peu en soi, mais la route qui séparait ma maison de la grande route principale pour aller jusqu'à la petite ville, elle durait un quart d'heure. Un quart d'heure. Enfin 10 minutes, un quart d'heure. Bref, elle était super longue. Mes premiers voisins, ils étaient à 100 mètres. Alors, il y en a qui ça plairait, moi ça me plaisait, mais au bout d'un moment ça me plaisait plus. Au début je me suis dit ah c'est trop bien. Alors le seul point positif c'est que moi qui suis une grande fan des couchers et levées de soleil, là-bas j'ai été servie, surtout vu à l'heure à laquelle je me levais pour prendre le car. Du coup j'avais droit au lever de soleil tous les matins, du coup ça c'était le point positif. Mais je vous jure qu'à la fin, d'être loin de tout comme ça, c'est un peu chiant dans le sens où dans les campagnes américaines, il n'y a pas de transport en commun. Et si t'as pas le permis, t'es un petit peu dépendante de tout le monde. Donc moi j'étais dépendante de ma famille d'accueil, même si ça les dérangeait pas de m'emmener un peu partout en fait. Donc ils étaient vraiment adorables sur ce point là. Mais moi personnellement ça me gênait au bout d'un moment d'à chaque fois devoir leur demander de m'emmener quelque part en fait. Parce que à chaque fois je me disais mais ça va les embêter en fait de m'emmener quelque part. Donc j'ai essayé de m'arranger au maximum pour que ce soit mes potes qui viennent me chercher et qui me ramènent. Le problème c'est que comme j'habitais vraiment à l'opposé de là où tous mes potes habitaient, mes potes ça leur faisait quand même une petite trotte pour me ramener chez moi et venir me chercher. Donc ils étaient pas toujours d'accord. Du coup voilà, mais après j'arrivais toujours à trouver une solution, et c'est vrai que c'était quand même un peu pesant à la fin de... Parce que j'étais pas indépendante. En France, j'ai les transports en commun. Enfin on a tous les transports en commun. Donc même dans la campagne la plus profonde, en général il y a toujours un car qui passe au moins toutes les heures. Donc on n'est pas complètement laissé à nous-mêmes. Là le seul transport en commun qui passait devant chez moi c'était le car le matin et le soir, c'est tout. Enfin le car scolaire je veux dire. Et du coup ouais c'est un peu pesant quoi de pas avoir son indépendance, parce que enfin c'est pesant dans le sens encore une fois où c'est gênant de devoir demander tout le temps à ta famille d'accueil. Parce qu'au bout d'un moment tu te dis mais ils doivent en avoir marre en fait de m'emmener partout. Aussi, une autre chose importante, c'est que ne rêve pas.
tu ne voyageras pas aux quatre coins du monde. Enfin, du pays, du coup. En tout cas, c'est très peu probable, même si ça arrive, encore une fois, c'est comme le fait de tomber dans une grande ville, ça arrive, mais c'est très peu probable. Les gens qui font des vidéos sur « ouais, moi, mon année d'échange, c'était trop bien, je suis allée à Hawaï, je suis allée à New York, voilà ». Déjà, il y en a pour qui ça arrive, mais ils font ces voyages-là avec leur organisme d'accueil, leur organisme américain, enfin leur organisme sur place. Ou alors, ils ont eu de la chance vraiment et ils sont tombés dans une famille qui adore voyager et qui a surtout les moyens pour voyager. Mais voilà, il faut savoir que le fait de voyager aux quatre coins du pays, non, 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 it's not gonna happen. Du coup, voilà. Et une autre chose aussi qui, je pense, est à prendre en compte, même si ça rentre pas vraiment dans les points négatifs, c'est l'état ou le lieu, enfin la région dans laquelle tu vas tomber. Ça peut être un point négatif dans le sens où, là je parle pas pour moi, je parle pour une amie qui était dans l'Utah. L'Utah c'est un état qui est très mormon, il y a beaucoup de mormons dans cet état là. Et elle m'a dit que, en gros, c'est assez difficile en tant qu'étudiant d'échange de se faire une place, de se faire des amis dans un état, dans une ville qui est hyper mormone, parce que ils sont vachement... comment dire, ils sont tous ensemble, tous soudés, mais entre eux. Genre, il n'y a pas vraiment de place pour les gens qui arrivent de l'extérieur. Ça fait un peu négatif dit comme ça, mais après, encore une fois, là je parle de quelque chose qu'on m'a raconté, donc ça se trouve, je le raconte mal et c'est pas vraiment ça. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et donc, voilà, sachez que ça sera pas facile de vous faire des amis, en partie, peut-être pour cette raison-là. Ce qui m'amène du coup à mon troisième point. Je scrolle un petit peu mon ordinateur parce que je ne vois pas. Voilà, par rapport aux amitiés, donc c'est pas facile de vous faire des amis, ça faut le savoir. Ça on vous le dit en général dans les vidéos que c'est pas facile de vous faire des amis, mais je remets une couche parce que c'est vraiment pas facile en fait. Les gens qui vous disent « ouais, les gens du lycée ils vont venir vers vous ». Non. Sauf si vous êtes dans un petit lycée et que c'est la première fois qu'ils ont un étudiant d'échange, là oui peut-être que les gens ils vont se dire, vous allez être la curiosité, les gens ils vont se dire « oh viens on va voir la petite Frenchie ». Mais quand vous serez si vous êtes dans un grand lycée dans lequel, ou même dans un petit lycée, mais en gros si vous êtes dans un lycée dans lequel ils ont l'habitude d'avoir des étudiants d'échange, ils vont se dire on s'en fout. Enfin, ils vont pas vous caler en gros parce qu'ils ont l'habitude et ils vont se dire ouais bon un étudiant de plus, un étudiant de moins, ça me passe au-dessus, et ils vont pas venir vers vous. Donc il faut essayer de trouver des petites techniques pour aller parler aux gens pendant le cours, aller demander des renseignements, faire genre vous comprenez pas, faire genre vous cherchez, même si par exemple, je sais pas moi, vous cherchez une salle dans votre lycée, vous savez où c'est, mais juste pour aller parler à quelqu'un, vous pouvez dire ouais je trouve pas cette salle là, est-ce que tu peux me montrer, tu vois. Et peut-être que ça sera la seule fois où vous parlerez à cette personne de l'année, mais au moins vous serez allé parler à des gens et vous aurez tenté entre guillemets votre chance. Du coup voilà, après il y a quand même des gens qui viennent vers vous, hein. Moi je sais que une de mes meilleures potes, à qui je parle toujours d'ailleurs et je sais que je vais les revoir, je vais la revoir et tout, c'est elle qui est venue me parler. En fait elle s'est abonnée à moi sur Insta et je me suis abonnée back. Et en fait le lendemain on avait un cours en commun et du coup on s'est parlé grâce à ça. Donc en fait les réseaux sociaux c'est bien aussi dans ce sens là parce que du coup ça permet aussi de lier des amitiés dans le sens où sans cette fille là je lui aurais peut-être jamais parlé si jamais elle m'avait pas follow sur Insta quoi. Et du coup, maintenant il s'avère que c'est une de mes meilleures potes aux États-Unis, mais je la considère aussi comme une de mes meilleures potes en France. Genre, je sais pas comment. Enfin bref, vous avez capté. Du coup, voilà. Du coup, aller parler aux gens, c'est très important, même si vous êtes timide. Je suis extrêmement timide, on dirait peut-être pas comme ça, mais je suis archi timide. Donc, prenez votre courage à deux mains et allez parler aux gens. Dernier petit point, il faut bien être conscient que les amitiés que vous créez là-bas, les gens que vous rencontrez, la plupart vous les reverrez jamais. Après je dis ça alors que je viens de dire que je m'étais fait des potes là-bas que je sais que je reverrai parce que vraiment je les considère comme mes meilleurs potes et je sais que c'est réciproque. Mais sur tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, il y en a vraiment 3-4 avec qui je sais que vraiment je vais rester en contact pendant des années. Donc sur tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, 3-4 ça fait pas énorme. Après ça me suffit hein. Ça me suffit même s'il y en a d'autres que j'aimerais bien revoir, je sais que c'est pas des gens à qui dans 20-30 ans je parlerai toujours. Alors que les 3-4 potes dont je parle, j'ose espérer que dans 20-30 ans, on aura toujours contact. Et avec les réseaux sociaux et tout, moi j'y crois parce que, encore, bon, j'aurais dit ça il y a 40 ans, les réseaux sociaux, c'était pas trop ça encore. C'était pas trop ça, mais même il y a 30-40 ans, ça existait même pas les réseaux sociaux en fait.
Bref, encore un petit point dont je voudrais parler que moi j'ai pas marqué dans ma petite liste parce que en fait ça me concerne pas. C'est un pote qui était étudiant d'échange en même temps que moi l'année dernière qui m'a demandé d'en parler. En fait lui il était dans une petite ville au nord du Texas et il m'a dit qu'en gros dans sa ville les gens étaient pas très ouverts d'esprit et qu'en gros la plupart des gens vous disent les Américains sont super ouverts d'esprit et moi je peux le dire parce que même si j'étais dans une ville qui était pas très grande, globalement, les gens que j'ai connus, ma famille d'accueil en premier, étaient hyper ouverts d'esprit. Et c'est aussi ça qui m'a plu, c'est que j'ai réussi quand même à m'entourer de gens qui sont super ouverts d'esprit. Et ça, ça c'est agréable quoi. Tu vas à l'autre bout du monde et tu rencontres des gens qui sont dans le même délire que toi. C'est archi agréable. Mais du coup, visiblement, c'est pas le cas pour toutes les villes. Enfin, lui, il était dans une petite ville et il m'a dit qu'en gros, lui, dans sa ville, dans son lycée, les gens étaient vachement fermés d'esprit. Et que aussi, ça, du coup, ça peut être un obstacle pour lier des amitiés parce que quand toi, t'es ouvert d'esprit, t'as certaines visions de la vie, de certaines choses et que t'as en face de toi des gens qui sont, selon toi, fermés d'esprit et qui ont pas du tout la même vision des choses, bah forcément, ça colle pas. Je dis pas qu'il faut être d'accord sur tout pour être ami avec quelqu'un, mais un minimum quand même. Et du coup, bah, ça peut être effectivement un obstacle pour te faire des amis, quoi. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas facile de vous faire des amis. Ayez ça bien en tête. Dernière chose, sachez que tout ce que j'ai dit là, encore une fois, c'est une minorité de tout ce qui va arriver pendant votre année d'échange. Faut pas que vous preniez tout ce que j'ai dit là comme des raisons de ne pas vous lancer là-dedans parce que c'est une expérience de ouf que je recommande à tout le monde. Après, ça convient peut-être pas à tout le monde, hein. Si vous aimez bien les enfants, peut-être que vous feriez mieux de partir au pair. Si vous voulez faire de l'argent en même temps, bah au pair, encore une fois, c'est bien. Mais peut-être que si vous aimez pas les enfants mais que vous voulez vous faire de l'argent, vous pouvez partir avec un visa vacances-travail, par exemple. Ou même avec un visa travail directement. Enfin, voilà, après ça, c'est à vous de voir. Mais les points négatifs vont pas prendre une place hyper importante dans votre année d'échange. Après, encore une fois, ça dépend des expériences. Voilà, c'est bon, j'ai fini mon monologue. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a aidé, j'en sais rien, peu importe. J'espère que vous avez apprécié mon fond, c'est mon mur de chambre, vraiment j'en suis assez fière. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. La bise, à plus ou pas, j'en sais rien. Abonnez-vous, wesh.